bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Au menu cet après-midi sera question de cet hôpital de référence de Pointe dont disposera bientôt le Bénin. Cette infrastructure pour laquelle le gouvernement vient de signer coûtera près de 115 milliards de francs CFA. Le centre hospitalier universitaire sera le pôle de convergence de la sous-région en matière de soins de qualité. Prend corps dans les villes du Bénin. Parakou également se transforme déjà. Nous y ferons un tour dans ce 13h. Rendez-vous en début de journal à Dokbarou, un quartier de ses partenaires. En attendant les festivités, les responsables de cette institution ont donné une conférence de presse. À nouveau bonsoir. Le Bénin sera d'ici 3 ans pôle de convergence de la sous-région en matière de soins de qualité, de médecine nucléaire, radiothérapie et de formation médicale. C'est à travers la construction à Abomey-Calavi d'un hôpital de référence de Pointe. Ce centre hospitalier universitaire de référence coûtera près de 115 milliards de francs CFA. Jérôme Mumbo, Yves Agono-Pressi et Ramatou Lawane. Il est donc temps que nous dotions notre pays d'un centre digne de son nom, qui soit aux normes, pour que nous ayons des cadres demain qui ne soient pas dépaysés face à un certain plateau technique. C'était annoncé dans le programme d'action du gouvernement de construire au Bénin, à Abomey-Calavi, un hôpital de référence. Après plus de 2 ans d'études techniques et de faisabilité, le gouvernement entre dans la phase active, celle d'exécution, à travers cette signature de contrat de construction. Il s'agit d'un hôpital de référence, le plus complet de la sous-région ouest-africaine, et qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe, notamment dans le domaine médical, en termes de cardiologie interventionnelle, mais également de gastro-entérologie et d'autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique de pointe, de l'ophtalmologie et l'otorhinolaryngologie de pointe également, et d'autres services chirurgicaux, notamment la chirurgie viscérale, la chirurgie traumatologique. Mais au-delà de ça, une des particularités majeures de cet hôpital est la mise en place, pour la première fois au Bénin, d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie, qui est vraiment d'appoint pour assurer une prise en charge optimale des cancers désormais dans notre pays. Également, une particularité, la dernière que je voudrais souligner par rapport à cet hôpital, c'est que dans la réforme que nous avons entreprise pour les services funéraires, il était important de disposer de services funéraires de qualité. Et cet hôpital aura la particularité de disposer d'un service funéraire de grande capacité, permettant d'offrir également tous les services mortuaires possibles de toutes les confessions. Donc, qui sera pratiquement de 300 à 400 places. Autre particularité, la possibilité de formation dans le domaine médical au sein de cet hôpital de référence. C'est le groupement d'entreprises représenté par Bouygues Bâtiment International qui exécute cette construction. Pour ce qui concerne Bouygues Bâtiment International, les hôpitaux font partie de nos produits de référence en termes de construction. On a plus de 400 références dans le monde d'hôpitaux, donc c'est un produit que l'on connaît particulièrement bien. Concernant votre question, on est sur un délai d'exécution de 36 mois. Alors c'est une exécution au sens large du terme. Il y a la finalisation de la conception qui est déjà largement faite, qui est intégrée dans ce délai, la construction, la formation, la mise en service des équipements. Donc on va assurer dans cette prestation de 36 mois aussi la formation du personnel de santé à l'utilisation des équipements médicaux. C'est une offre clé en main pour cet hôpital. La garantie du prix, c'est un engagement fort, c'est un prix forfaitaire. On s'est engagé à livrer cette opération dans le budget avec le programme d'équipement qui a été défini avec les autorités du ministère de la Santé. Et on a monté un financement associé avec ce budget. Donc on peut s'engager sur le respect des délais et du prix.
Quelques particularités de ce projet. On a essayé d'avoir un projet le plus bas possible, c'est-à-dire qui s'insère au niveau de sa topographie dans le site. Ne pas avoir une tour, mais un projet étendu qui fonctionne bien, qui permette une continuité des flux sans interruption. On a respecté aussi un certain nombre de flux particuliers qui sont que la réception des familles et des visiteurs à l'écart du flux des médicales pour pouvoir laisser les personnels soignants travailler en toute sécurité, etc. etc. On a un bâtiment d'accueil qui symbolise aussi l'accueil, l'entrée, qu'on a appelé Apatam face à la ville d'Abomey-Calavi, et en même temps en référence à l'hôpital de mère et enfant qui se trouve juste en face. On a essayé d'y apporter aussi toutes les réponses concernant l'environnement avec les parties HQE par rapport à sa conception au niveau de la ventilation, au niveau du traitement des eaux, etc. Donc un long aboutissement, un long travail pendant 2 ans, mais on espère que la qualité de confort, d'accueil et de sécurité des soins sera appréciée par vous plus tard. L'hôpital de référence couvrira un site de 15 hectares. L'étude d'impact environnemental et social est aussi déjà achevée et validée. À quoi ressemblera donc cet hôpital de référence dans l'espace ouest africain? Quelles sont in extenso ses composantes et spécificités? Herman Rodrigue-Amégan nous en parle à travers cet élément. Un imposant chef-d'œuvre architectural bientôt sorti de terre, 15 hectares à valoriser pour un plateau technique de haut niveau qui répond aux aspirations du présent et du futur. 516 lits y seront installés pour accueillir les patients, 436 en hospitalisation de nuit et 80 pour les soins en journée. L'idée est de pouvoir prendre en charge toutes sortes de pathologies. L'hôpital va s'articuler autour de 8 pôles majeurs. L'oncologie, qui englobe les soins palliatifs, la chirurgie gynécologique. Le cardiométabolisme, en deuxième lieu, regroupe la cardiologie conventionnelle et interventionnelle, les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie métabolisme. La chirurgie hépato-biliaire et digestive, l'hépato-gastro-entérologie seront également prises en compte dans ce haut lieu de santé. Il en sera de même pour la traumatologie, la neurochirurgie et l'orthopédie, sans toutefois occulter la chirurgie vasculaire et thoracique, la néphrologie, l'urologie, la chirurgie microfaciale, l'odontologie, l'ophtalmologie et l'ORL seront également les domaines d'intervention qu'offre ce haut lieu de santé. Les patients atteints du cancer pourront être pris en charge grâce au service de médecine nucléaire et radiothérapie. Le gouvernement veut en effet à terme réduire à 0 les évacuations sanitaires. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la réforme au niveau du système funéraire est prise en compte dans ce méga projet. Tous les services mortuaires seront possibles dans cet hôpital. Environ 400 places y sont destinées. Ce centre de santé va également offrir des formations aux praticiens de la santé d'ici et d'ailleurs. Le coût de ce joyau, environ 115 milliards de francs CFA, dont 88 milliards seront injectés dans l'infrastructure, 22 milliards pour les équipements, 5 milliards 500 millions pour la maîtrise d'œuvre et 500 millions pour les systèmes d'information. D'abstrait, le projet sera concret dans 3 ans, 36 mois, au bout desquels le Bénin va détenir l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital de référence de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, avec l'asphaltage, à présent l'embellissement de nos villes se poursuit à Boïkan. Voilà, comme dans les autres villes du Bénin, le compte à rebours a commencé pour l'achèvement des travaux asphaltage. Encore 60 jours pour finir les travaux. Un reportage de Bernol Diogbe et Vitis Aroré.
un bitume qui vient changer le quartier Romainho à Boïkan. C'est l'axe 1 de la rue reliant ce quartier au marché de la ville Carrefour. Il y avait de sable par endroits et des nids de poules. Et en période de pluie, on n'arrivait pas à bien utiliser la voie. Donc, avec ce qu'on est en train de voir, on aura beaucoup plus de facilité à pratiquer la voie. Vraiment une grande joie pour nous à Boïkan. Avant, on ne pouvait pas emprunter cette voie librement. Maintenant, aujourd'hui, c'est goudronné. Donc, ça nous facilite la voie, les va-et-vient. Les engins aussi vont durer pour longtemps. Ça évolue normalement. Les gens travaillent de jour comme de nuit. Et les travaux aussi sont bien faits, bien contrôlés. Ce n'est plus comme avant, on a des éléphants blancs passés par là. À l'ouest, le bitume donne sur cette voie en chantier menant au quartier Soglogan. Ici, le pavage est achevé. Ça nous fait vraiment plaisir. Il y a un temps qu'on est vraiment déçus. Mais actuellement, vraiment, ça va. On trouve beaucoup de clients, assez de clients. On remercie notre président. C'est ce que je n'ai jamais vu dans ma vie et je ne pensais même pas avoir. C'est ça que j'ai vu dans cette période de 4 ans que le président est en train de faire. J'ai vu beaucoup de présidents passer à la tête de ce pays, mais ils n'ont jamais pensé à Boïkan ni à Bombay. Mais celui-ci maintenant, lui, il n'a pas distingué une ville dans l'autre ville. Il a mis beaucoup de villes en chantier et on a vu la réalité de ce qu'il nous a dit au cours de son campagne. La ville de Boïkan reçoit au total 35 km de route à pavé ou à bitumer pour le compte du projet asphaltage. 13 km sont à réaliser à cette première phase. 70% de taux de réalisation déjà enregistrés. Les travaux évoluent très normalement. Il faut préciser que les travaux d'assainissement sont pratiquement achevés, ça continue, mais il y a les axes sur lesquels ces travaux d'assainissement continuent. Les travaux de terrassement évoluent normalement et les travaux de finition ont démarré déjà au niveau de certaines rues. Et à Boïkan particulièrement, certaines rues ont déjà reçu la couche de bitume et les travaux de trottoir ont démarré. Les entreprises ont un délai contractuel de 60 jours pour achever les travaux, soit début avril 2020. Plusieurs dispositions sont prises pour rester dans ce délai. La première, il y a le renforcement des équipes sur le terrain. Alors non seulement le renforcement des équipes sur le terrain, nous avons demandé aux entreprises, avec le temps, ils ne peuvent plus continuer à travailler avec l'apparition et la disparition du soleil. Ils doivent désormais travailler avec la montre, c'est-à-dire des travaux de nuit sont également organisés. Ils ont organisé les équipes, multiplié les équipes pour que les travaux évoluent plus rapidement. Non seulement ça, la troisième mesure que nous avons tenté de prendre avec eux, désormais un dimanche sur 2, ils doivent pouvoir travailler pour pouvoir rattraper également le retard déjà accusé sur l'exécution de ces travaux. Je suis de même avis que ceux qui apprécient ces œuvres et nous voudrions bien qu'ils continuent et qu'ils ne s'arrêtent pas de si bons chemins. Et on quitte Boïkan pour Parakou, dans le quartier d'Okparou. Là-bas, le projet asphaltage prend corps également. Les travaux sont presque achevés et font déjà la fierté des riverains. C'est le constat fait par Nestor Sella et Judicaël Ayena. C'était la voie terre rouge et l'accès était difficile à la population, puisqu'il y avait des creux partout. Avec l'avènement du gouvernement de Talon, nous voici aujourd'hui. La voie est abritée par le goudron et tout le monde peut passer tel qu'il veut. Le projet asphaltage transforme ainsi progressivement et de façon positive le quartier d'Okparou, dans le 3e arrondissement. Cette rue, jadis impraticable, se modernise et fait déjà le bonheur des riverains. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée
de ce gouvernement. Vraiment, un matin seulement, on a vu les machines à pied d'œuvre pour dire que notre vent est pris en compte. Et on était heureux, tous heureux. Hier, on sait comment on rentrait dans nos maisons, mais aujourd'hui, on sait comment on rentre. C'est un grand développement. Sans la voie, on ne peut pas développer. La deuxième phase, là, on est pressé que ça soit lancé. Avec cette voie, les constructions sont vite menées, la population rentre paisiblement chez eux et nous voyons que les accidents qui étaient fréquents ne sont plus. Ça a beaucoup modifié la figure du quartier et on est en pleine ville maintenant. Toute ma voie, vraiment je ne sais plus quoi dire. Ils ont tout réparé. Surtout la voie de C5 là, c'est propre maintenant. Vraiment, je remercie Dieu. Ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de travail, sincèrement. Même moi, même si je roule dans cette voie là, je suis content. Je roule tel que je veux maintenant. Ça a changé. On remercie Dieu. Parce que dans un quartier, s'il n'y a pas de voie, ce n'est pas bon. On a eu la chance. La dernière fois, on a appris, le ministre a dit que les caniveaux là seront fermés. C'est un plaisir pour nous. Parce que si les caniveaux là ne sont pas fermés, par exemple, vous voyez la devanture là, il y a tellement d'eau qui déborde ici. Même si un grand tombe dedans, l'eau peut l'emporter. Notre souhait est que les caniveaux là soient fermés. Là-bas que je suis avant, ça ne marche pas à cause de la voie là. Donc quand j'ai vu, ils ont fait bonne voie ici, j'ai installé et maintenant ça marche quand même. C'est pour remercier notre président, ce qu'il est en train de faire c'est bon. Oui, parce que avant en tout cas si le vent est en train de passer simplement, tu dois rentrer, habitude à fermer ta chambre et tout ça là, on ne peut pas rester sur la voie, mais maintenant c'est bon. Ils sont nombreux qui bénéficient déjà de la vision éclairée du numéro 1 de la rupture. C'est le cas des apprenants du CG Guéma qui jubilent de joie. Je remercie beaucoup le gouvernement Talon pour ce qu'il nous a fait, pour la voie, parce qu'avant, toute la voie était gâtée. C'était de terre rouge et les élèves causaient des accidents partout. Mais maintenant, tout est bon, il n'y a plus de la poussière et nous venons bien à l'école. Les travaux se réalisent avec toute la rigueur. Pour preuve, les instructions du ministre de cadre de vie données il y a une semaine lors de sa dernière visite sur ce chantier prennent déjà corps. Ce que vous voyez là, c'est le ministre qui a dit non. Il faut d'abord mettre ce qui va embellir la voie avant les pavés. C'est pourquoi vous avez vu tous ces trous là sont maintenant à pied d'œuvre avant les pavés. Cette rue de Dokparou est donc dans le viseur du gouvernement de la rupture. Ces travaux qui se réalisent à grands frais méritent l'accompagnement de tous afin de garantir leur durée dans le temps. Hormis l'asphaltage, on retient toujours dans ce 13h que les agents de la douane béninoise sont en formation. À Cotonou, il s'agit d'une session lancée à l'endroit des formateurs. Le but est d'améliorer et de rendre plus efficaces les contrôles douaniers. La formation lancée le 3 février dernier durera 5 jours. Ghislain Poguet et Mathieu Sokeno. Troisième atelier du programme des maîtres formateurs en analyse de renseignement et gestion des risques pour le compte de l'administration douanière en Afrique de l'Ouest. À la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 6, le Japon a défini 3 zones prioritaires, à savoir le corridor transmaghrébin, le corridor nord et l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest, qui comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria et le Ghana. Aucun développement ne peut être envisagé dans des économies essentiellement fiscales, comme les nôtres, si les recettes douanières ne sont pas mobilisées de manière efficace. En raison de sa capacité grandissante à attirer les investissements étrangers, les administrations douanières se doivent de déployer des techniques modernes de contrôle pour faciliter les différentes transactions. À cette dernière zone, un projet de plan directeur a été défini au TICAD 6. Il comprend la facilitation des échanges et le renforcement des capacités des administrations douanières. C'est dans cette veine que le programme des maîtres formateurs a été élaboré. Le présent atelier répond à une préoccupation majeure et vise à rendre plus efficace l'administration douanière en Afrique de l'Ouest à travers une bonne maîtrise de la gestion du risque
et de l'analyse d'enseignement. Au titre des 10 techniques, la gestion des risques et l'analyse du renseignement sont proposées et font l'objet de cet atelier. Le 3e atelier de formation des maîtres formateurs qui s'ouvre ce matin aux nouvelles terres de Cotonou constitue un événement majeur dans la vie de nos administrations douanières respectives, résolument engagées dans la mise en œuvre des réformes qui concourent à un déploiement de techniques modèles de contrôle pour faciliter les transactions douanières. Les agents de l'administration douanière béninoise comptent sur cette formation pour s'améliorer, contrôler moins, contrôler plus efficacement. Tout au long des 5 jours, nous allons apprendre, nous allons recevoir les enseignements, les notions pour mieux faire la gestion des risques, pour mieux exploiter les renseignements qui sont mis à notre disposition pour les contrôles. Le programme des maîtres formateurs a été élaboré par l'Agence japonaise de coopération internationale et mis en œuvre par l'appui de l'Organisation mondiale des douanes. Les changements dans les paysages stratégiques ainsi que la croissance du volume des échanges contraignent les administrations douanières de revoir en permanence la façon dont ils sont gérés. C'est pour cette raison que la gestion des risques et des renseignements est devenue un élément clé dans la chaîne de l'approvisionnement global. La fin de la formation est prévue pour le 7 février 2020. Et on s'interroge à présent comment sortir les femmes de la pauvreté. Eh bien, cette question préoccupe 2 associations qui ont décidé de nouer un partenariat pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Un petit zoom sur cette initiative avec Rebecca Kenjian-Oudé et Monique Taran. Des enveloppes de 50 000 francs chacune pour soutenir financièrement ces femmes des quartiers du 6e arrondissement de Cotonou. L'œuvre est de cet homme, Valérie Agbidinoukou. Pour le faire, il s'est vu accompagné par l'ONG ILS. ILS est une association apolitique à but non lucratif qui accompagne les femmes dans l'apprentissage d'un travail, les sensibilise aux pratiques d'hygiène, à l'équilibre alimentaire, leur propose des cours d'alphabétisation et encourage l'auto-emploi. Aujourd'hui, ILS accompagne les femmes dans leur vie quotidienne en leur apportant une assistance financière ponctuelle pour leur permettre de démarrer une activité génératrice de revenus. L'association a 3 ans d'existence et a déjà assisté des centaines de femmes dans leur activité. Autant de raisons qui ont motivé Valérie Agbidinoukou à s'associer à l'ONG ILS à travers son mouvement Soleil de Justice. C'est un geste de fraternité et d'amour pour nos parents qui ont besoin d'apports significatifs dans la promotion de leurs affaires commerciales en ces moments de difficulté qui n'épargnent aucune couche sociale, aucun pays, voire aucune région du monde. Merci beaucoup, cher frère Mohamed Samiou, responsable de l'ONG ISL, pour votre sens de responsabilité et votre dévouement en faveur des couches qui vivent dans la précarité. L'occasion fait le larron. Valérie Agbidinoukou a profité de la séance pour entretenir les femmes du 6e arrondissement de Cotonou sur les prochaines élections communales. Il a surtout insisté sur le rôle qu'est le leur dans ce devoir civique. Il faut s'informer pour opérer le bon choix. Oui, ensemble, nous devons choisir des personnes de cœur, amoureuses de la joie de nos populations et capable d'accompagner le vrai développement de notre arrondissement commun. Nous viendrons bientôt, chère maman, chère sœur bien-aimée, vous donner des informations fiables pour des choix décisifs à opérer dans la perspective d'une bonne gestion de nos communes, de nos arrondissements et de nos quartiers de vie. Les femmes bénéficiaires de ces fonds sont invitées à en faire un usage judicieux afin d'en bénéficier davantage.
C'est maintenant l'heure pour nous de suivre ce public reportage. Créé en 1990, la BOA Bénin fête cette année ses 30 ans d'existence. En attendant les festivités devant marquer cet anniversaire, les responsables de la banque ont donné une conférence de presse pour revenir un peu plus sur leur parcours. Lenaï Kagwazaou et Miché Elegbe pour le public reportage. 30 ans déjà que la Bank of Africa, BOA, opère sur le territoire national. À l'occasion de la célébration des noces de perles, un regard dans le rétroviseur s'impose. Certains faits importants au plan institutionnel ont marqué justement la vie de Bank of Africa Bénin. Le premier fait, c'est effectivement l'ouverture de ses portes au public qui a été faite le 8 janvier 1990. Ensuite, Bank of Africa Bénin a été introduite en bourse en 2004 et ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la seule société de droit béninois qui est cotée à la BRVM. L'équipe qui a lancé les activités de BOA Bénin était moins de 50 personnes. Aujourd'hui, l'effectif de Bank of Africa Bénin, c'est plus de 600 personnes. En 30 ans de parcours, la BOA Bénin s'est imposée comme leader avec une part de marché de plus de 26% et est le premier réseau bancaire avec plus de 50 agences. Bank of Africa, aujourd'hui, est une référence. Bank of Africa, aujourd'hui, est leader de la place, pratiquement sur tous les plans. Et Bank of Africa, aujourd'hui, est effectivement une fierté. L'un de ses piliers, c'est également, effectivement, au plan institutionnel, le capital de Bank of Africa Bénin, qui est de plus de 20 milliards aujourd'hui. Beaucoup de performances enregistrées et déjà de nombreuses perspectives sont envisagées pour l'avenir. Il faudra effectivement que l'on consolide ces acquis, que l'on consolide cette position de leader sur la place du Bénin. Ça demande beaucoup de mobilisation, beaucoup d'engagement, beaucoup d'imagination pour encore innover, continuer à innover, continuer à innover. Plusieurs activités sont au menu de la célébration du trentenaire de la BOA Bénin qui entend marquer d'une pierre blanche l'événement. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi en compagnie de votre télévision.